parlé dans les années 60 de Flaubert et puis encore de Rimbaud. Et alors maintenant, c'est un autre aspect d'Henri Guillemin que nous allons apprendre à connaître, c'est Henri Guillemin historien. Et je crois que ce sera très passionnant. Alors, comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une seule conférence, et puis rien du tout, on n'en parle plus, c'est une série. Après celle de ce soir, il y aura un autre grand événement de la vie politique, de l'histoire française, c'est la Révolution de 48, les événements de 48. Ce sera le 22 octobre. Et puis le 5 novembre, donc toujours 15 jours, 5 novembre, ce sera la Commune, qui est un des sujets de prédilection d'Henri Guillemin, comme vous le savez. Et puis 3 semaines plus tard, le 26 novembre, le désastre de 1940. Alors, on se rapproche. Ces conférences, en tout cas celle de ce soir, qui sera particulièrement longue, ne sera pas suivie de discussion. Mais enfin, nous verrons si pour les suivantes, ou peut-être lors de la dernière, nous pourrons organiser un petit entretien. Enfin, ce soir, donc, ce sera d'un seul trait et sans discussion. Je profite encore de saluer la présence ce soir des membres de la Société d'Histoire, d'Archéologie et d'Histoire, Société neuchâteloise, qui se sont associés au Club 44 pour venir entendre Henri Guillemin lors de ces 4 soirées. Alors maintenant, il me reste à dire à Henri Guillemin tout le plaisir que nous avons à le recevoir et à lui donner la parole. Allons-y. Je voudrais commencer en vous racontant une petite anecdote qui s'est passée quand j'étais attaché culturel à Berne. Vous savez, j'ai été 17 ans là-bas. Et en 1946, Bernanos était venu à Genève. Et l'ambassadeur l'avait invité à l'ambassade pour déjeuner. Et je n'oublierai jamais ce qui s'était passé après, lorsque nous prenions le café, où Bernanos, qui était, vous le savez, souvent explosif, s'était, à je ne sais quelle occasion, déchaîné, mais d'une manière incroyable, contre Michelet. Ça m'avait beaucoup scandalisé. Il disait que Michelet n'avait fait que de l'histoire fictive, que c'était une série d'images d'Épinal. Enfin, à ce moment-là, je n'avais jamais étudié Michelet de près et j'avais été très malheureux. Eh bien, je dois vous dire que maintenant, je finis par donner raison à Bernanos. Et qu'après avoir relu, il y a de ça 5 ou 6 ans, de près, l'histoire de la Révolution de Michelet, je me suis aperçu, en effet, que ça ne tient pas. Sur la Révolution, il y a des études nombreuses. J'ai fait signaler par M. Benoît les travaux d'Albert Mathiès, que vous connaissez bien, mais il y a depuis un autre Albert, qui s'appelle Albert Soboul, qui a fait une série d'études sur la Révolution française que je trouve pour ma part décisive. En particulier un livre qui s'appelle La Révolution, oui, ou La Première Révolution, oui, et qui va jusqu'à 94, si je m'arrêterai là, le 9 Thermidor, simplement un petit excursus à la fin, et que je crois, enfin ce livre-là, je le crois définitif. Alors voyons, nous allons partir en effet de Michelet, et peut-être vous rappelez-vous que Michelet insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le côté désintéressé du mouvement de 89. Il dit, il est important de savoir à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Oui, la Révolution fut désintéressée, ce fut son côté sublime. Ben, il n'y a plus moyen aujourd'hui de donner dans ces billevesées. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Au cours du XVIIIe siècle, se constitue en France une classe nouvelle. On l'appellera, si vous voulez, la richesse mobilière, par contraste avec la richesse immobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, et c'était la noblesse et le clergé qui pratiquement possédaient toute la terre. Mais voilà qu'au XVIIIe siècle, une expansion économique commence, et des échanges s'établissent, des manufactures se créent, beaucoup plus importantes que je l'imaginais. Par exemple, le Cambon, qui aura un rôle dans la Révolution, à 2 à 3 000 ouvriers dans la région de Montpellier. Les Van Robin, dans le Nord, ont 4 à 5 000 ouvriers. Enfin, il y a beaucoup plus de prolétariat industriel que je l'imaginais. Il y a un grand prolétariat rural, vous savez, c'était les journaliers. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des grands commerçants, des banquiers, des manufacturiers qui constituent une nouvelle classe et qui prennent conscience de ce qu'ils sont une nouvelle classe. Alors ces gens estiment, et je les comprends très bien, qu'ils n'ont pas la place qui leur revient dans la gestion des affaires nationales. Pratiquement, c'était, vous le savez bien, l'aristocratie derrière le roi, mais le roi suivait les conseils qu'on lui donnait, donc la richesse immobilière qui dirigeait la France.
Et ces gens de cette nouvelle aristocratie financière si vous voulez, estiment qu'il est inadmissible que ce soit uniquement cette classe de la richesse immobilière qui dirige les affaires nationales. Ils ont des orateurs, Barnave en particulier, Barnave, qui va jouer un rôle à la Constituante et qui était un des clients des Perrier. Tiens, j'ai oublié de vous nommer les Perrier tout à l'heure, les Perrier qui travaillent à Visy, vous savez, enfin dans la région du Dauphiné, qui ont également beaucoup d'ouvriers, qui ont déjà des compagnies d'assurance à Paris. Ce sont les Perrier qui ont amené l'eau courante dans un certain nombre d'appartements de Paris vers la fin du siècle. Eh bien, Barnave, qui était un avocat au service des Perrier, avait écrit en 1788 un petit texte extrêmement important à mon avis, où il dit « Une nouvelle distribution de la richesse appelle, ça veut dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. C'est-à-dire, nous n'acceptons pas, nous qui représentons une puissance considérable en France, n'acceptons pas d'être soumis aux bonnes volontés ou aux bons plaisirs de l'aristocratie. » Comment faire pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une participation au levier de commande? Ben, l'occasion leur en est fournie par la situation financière de la France en 1789, qui était une situation désastreuse. Plus de la moitié du budget passait aux arrérages de la dette, car le régime de Louis XV et le régime de Louis XVI avaient vécu d'emprunt, perpétuellement d'emprunt. Ils avaient, on peut le dire, un homme dans la place, c'était le banquier suisse Necker, qui, par des moyens multiples, était arrivé à s'imposer, grâce à sa femme beaucoup, qui avait ouvert un salon littéraire et philosophique à Paris. Necker était arrivé à s'imposer à ce qu'on appelait l'intelligentsia française, et il avait été chargé de la trésorerie royale. Il faut savoir, et je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup le dire, parce qu'il y a toujours des Necker aujourd'hui, il faut savoir que Necker s'était prodigieusement enrichi précisément quand il avait été trésorier de France. Bien sûr, si vous écoutez Madame Necker, elle vous dira, dès que mon mari avait été nommé dans un poste officiel français, il avait cessé son activité bancaire. N'en croyez rien. Simplement, on avait changé de titre. La banque Necker s'appelait Télusson Necker. Télusson Necker. Elle s'appelle maintenant Télusson Germanie. Germanie est un nom entièrement fictif. C'est le frère de Necker qui est là. Germanie, c'est le nom d'une terre qu'il possédait dans le pays de Vaud. Alors, Monsieur Germanie, alias Necker, continue les opérations. Et comme Necker, au moment du soutien que la France apporte aux insurgents d'Amérique, vous savez, quand la France a participé à la Révolution américaine, avait besoin de liquide, Necker faisait de nouveaux emprunts et prêtait lui-même au Trésor français par l'intermédiaire de sa banque. Et savez-vous qu'il arrivait à prêter jusqu'à 14%, qui est tout de même pas mal. Aujourd'hui, on est habitué de gros chiffres, mais 14%. Ben, c'est ce qui va lui permettre d'acheter le château de Coppet. Enfin, ça, c'est une parenthèse que je termine rapidement. Alors, bon, la situation française financière était désastreuse. Alors, le roi va recourir, comme vous le savez, aux États généraux. Les États généraux, c'est les trois ordres, c'est le clergé, c'est l'aristocratie et c'est le tiers-État. Attention à tiers-État. Sieyès et les grands orateurs du tiers-État vont passer leur temps à dire qu'est-ce que c'est que le tiers-État? C'est tout, pratiquement c'est tout, et il n'a encore pas de représentation, ce tout demande à être quelque chose. Alors qu'il n'est rien. Mais faites bien attention que quand ils disent, ces messieurs, quand ils disent tiers-État, ils entendent la frange suprême du tiers-État, c'est-à-dire la roture dorée. Il y a deux tiers-États en fait, en réalité il y a un quatrième État. Il y a la roture riche, celle dont je viens de vous parler, cette roture mobilière, qui est en effet roturière, ce ne sont pas des aristocrates. Ils ne sont donc pas des privilégiés, puisque les aristocrates ne payent pas d'impôts. Eux, ils payent des impôts. Seulement, qu'est-ce qu'ils représentent dans la masse de la roture française? Ils représentent 1% à peu près. Puis il y a 99% dessous qui sont le véritable tiers-État, c'est-à-dire le quatrième État, c'est-à-dire les journaliers d'une part et les manufacturiers d'autre part, les ouvriers journaliers étant de beaucoup les plus nombreux. Voltaire est quelqu'un qui, au point de vue religieux, a les idées que vous savez. Mais l'on ne sait pas assez qu'il avait des idées sociales et politiques. Et il y a une phrase de Voltaire que j'ai trouvée dans le livre de M. Pommeau. Vous savez, Pommeau est l'homme, le voltairien actuel, professeur à la Sorbonne, qui a fait un livre extrêmement remarquable sur la religion de Voltaire. Et c'est Pommeau qui m'a révélé une phrase de Voltaire d'une extrême importance et que je vais vous dire lentement, parce que Voltaire indique là sa conception politique et sociale. Un pays bien organisé, disait Voltaire, est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est une morale d'entretenu. Ben, c'était exactement la morale de ceux qui désiraient prendre le pouvoir et qui, s'intitulant tiers-État, ne représentaient que cette frange suprême et dorée, comme je viens de vous dire, du tiers-État. Alors, pour
essayer de contraindre le roi à l'obéissance, c'est-à-dire de contraindre le roi à leur donner une part à la gestion des affaires nationales, il faut qu'ils se fassent menaçants. Et ils ont, ceux du tiers-État qui se sont fait déléguer aux États généraux, ils ont toute la puissance derrière eux de cette immense foule que nous appellerons, si vous voulez, le prolétariat, quoiqu'à ce moment-là, le mot n'était pas encore en usage. M. Gaxot a écrit en 1929 un livre récemment réédité qui s'appelle tout simplement « La Révolution française ». M. Gaxot dit, si nous regardons de près ce qu'était la situation économique et sociale de France, il faut avouer, dit-il, que l'ensemble était cossu. Admirable cette phrase, quand on sait en réalité ce que c'était que la situation des Français, qui étaient eux des travailleurs. Une étude a été faite par quelqu'un qui ne passe pas pour un marxiste et qui s'appelle Edgar Faure. Edgar Faure a fait un excellent livre sur la chute de Turgot, et c'est Edgar Faure qui nous apporte là, parce que c'est un travailleur, vous savez, nous apporte des détails extrêmement précis. Qu'est-ce qui gagnait les ouvriers français, qu'il s'agisse des manufactures ou qu'il s'agisse surtout de la paysannerie, qu'est-ce qu'ils gagnaient? Ils gagnaient 20 sols par jour en moyenne. Par jour ouvrable, hein, 20 sols par jour ouvrable. Et il y avait des quantités de jours qui n'étaient pas ouvrables, il y avait tous les dimanches, puis il y avait des quantités de fêtes chômées. Mais même quand c'est dimanche et une fête chômée, il faut quand même manger. Alors ils avaient leurs 20 sols par jour quand ils travaillaient. La nourriture de base du prolétaire à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait la miche de pain. On ne parlait pas de kilos, c'est une miche de 2 kg, on disait une miche de 4 livres. Vers 1750, la miche coûtait 8 sols. Ça pouvait encore aller, hein, quand on pense qu'on avait 20 sols par jour quand on travaillait, qu'on en dépensait déjà 8 pour se nourrir, il ne restait pas beaucoup pour se loger et pour se vêtir, mais enfin, ça pouvait aller tout de même. Mais entre 1750 et 1789, le prix de la farine et le prix du pain ne va cesser de croître. Et ce n'est pas pour rien qu'un certain 14 juillet 1789, le prix du pain est arrivé à 14 sols dans Paris. Alors 14 sols pour manger, vous voyez ce qui reste. Donc il y avait là une masse disponible pour tout mouvement qu'on pouvait lui demander. Et même quand on ne lui demandait pas. Car au milieu de l'année 1700, enfin la deuxième partie du XVIIIe siècle, et en particulier en 1788, des émeutes de la famine s'étaient produites à Paris. Avant la réunion des États généraux, qui, je crois, si je me rappelle bien, était le 4 mai 1789, et bien le 18 avril, il s'était produit une émeute de la misère à Paris. On avait appelé ça l'émeute Révillon. C'était un marchand de papier peint qui était au faubourg Saint-Antoine. Il paraît qu'il payait pas mal ses ouvriers, mais enfin encore insuffisamment. Alors les ouvriers s'étaient mis en grève, et ça avait été une grève qui avait fait tache d'huile, puisque des ouvriers qui n'étaient pas de chez Révillon, mais qui étaient du faubourg Saint-Antoine, d'autres étaient venus du faubourg Saint-Marcel, avaient fait une émeute extrêmement violente, où on avait été obligé de faire donner non seulement la police, mais l'armée, et il y avait environ, on n'a jamais su le chiffre précis, environ de 125 à 150 morts. Une émeute qui fait de 125 à 150 morts dans Paris, c'est quelque chose. Alors vous voyez qu'il y avait là une masse disponible qui pouvait servir de bélier. Le roi avait d'abord cédé, comme vous le savez, il avait accepté que les États généraux se transformassent en Assemblée nationale, et le tiers avait obtenu gain de cause, tout semblait bien marcher, on allait faire une constitution, puisque la France n'avait pas encore de constitution à ce moment-là, donc les pouvoirs du roi seraient limités par cette constitution que l'Assemblée dite constituante allait voter. Mais voilà que le 12 juillet 1789, le roi brusquement fait marche arrière. Le roi va renvoyer Necker et va appeler au pouvoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un ministère réactionnaire avec un nommé Breteuil. Alors cette fois, ça ne va plus, puisque le roi décide qu'il n'obéit plus, que la bourgeoisie parisienne avait l'impression qu'elle gagnait la partie, et il faut qu'elle contraigne le roi, et pour la première fois, sachant que c'est périlleux, et vous allez voir comment il va se comporter, la municipalité bourgeoise de Paris décide d'appeler à la rescousse et d'appeler à la violence le peuple de Paris. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de violence. Le 13 juillet 1789, les grands bourgeois de Paris distribuent des armes aux petites gens. Ces armes ont été prises à l'hôtel des Invalides. On leur donne des fusils, on leur donne 2 canons, on leur donne de la poudre, et on leur dit, vous allez foncer. Foncer sur quoi? Eh bien, sur la Bastille. Ce n'était pas une prison importante, mais c'était une prison symbolique. La Bastille, c'était là où on pouvait, par lettre de cachet, interner qui on voulait. Cette Bastille représente pour nous l'autocratie. Foncez. Ce ne sont donc pas les bourgeois de Paris qui vont risquer leur vie, mais c'est des petites gens. 97 morts, hein, 97 morts dans la prise de la Bastille. Le roi prend peur. L'armée ne marche pas. L'armée était commandée par un Suisse, ami de Necker, et comme il s'agissait de faire rentrer Necker au pouvoir, le chef de l'armée n'avait pas déchaîné ses bataillons.
si bien que le roi est épouvanté et que le soir même du 14 juillet, il rappelle Necker. Donc la bourgeoisie a gagné. Mais cette bourgeoisie parisienne se rend bien compte qu'elle a fait quelque chose de très imprudent en donnant à la petite plèbe le sentiment de sa puissance. Je voudrais là vous citer une phrase qui est de Maurice Barrès et que vous trouvez dans ses Déracinés, qui est de 1897 ou 98, 97 je crois. Et Barrès dit « La première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. » Et bien voilà que tout à coup les pauvres de Paris avaient le sentiment de leur puissance, puisque c'était eux qui avaient fait reculer le roi et qui avaient fait revenir Necker. Mais la bourgeoisie parisienne se dit c'est extrêmement dangereux ce que nous avons fait. Il le fallait parce qu'on avait besoin de faire reculer le roi. Mais il s'agit maintenant de récupérer ces armes que nous avons mises dangereusement entre les mains de la petite plèbe de Paris. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le 15 juillet au matin, la municipalité de Paris annonce par des affiches que quiconque rapportera les fusils qu'on leur a prêtés, qu'on leur a donnés gratuitement bien sûr, le 12, recevra 40 sols. 40 sols, c'est-à-dire 2 journées de travail. Et la plupart des fusils vont revenir. Vous comprenez que ces gens sont trop contents. Ils ont des fusils entre les mains. Bon, ils se sont plus ou moins battus. Il y en a 97 tués, mais il y en avait des milliers qui s'étaient lancés dans l'affaire. S'ils rendent le fusil, ils ont 40 sols, c'est intéressant. Les fusils reviennent. Mais cette même bourgeoisie parisienne, dirigée par le marquis, n'oubliez pas le marquis de Lafayette, se dit oui, bon, pour l'instant ça va, mais tout de même, c'est extrêmement dangereux ce que nous avons fait, ça peut avoir des répercussions. Cette petite plèbe peut se dire, mais quand on a des fusils entre les mains, on se fait obéir. Alors, à la fin de la journée du 15 juillet, le marquis de Lafayette fait la proposition suivante à la municipalité de Paris. Créons donc, dit-il, ce que nous appellerons une milice bourgeoise. Puis comme le mot paraît trop nu, on changera le terme. Et on appellera ça la garde nationale. Et à partir du lendemain, 16 juillet, une garde nationale va se constituer, faite de volontaires. N'importe qui peut entrer dans la garde nationale. Vous entendez, n'importe qui, à condition de payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 livres. Personne de la classe prolétaire ne peut payer 80 livres en uniforme. Par conséquent, on est tranquille, on sera entre gens de bonne compagnie. Alors la garde nationale, c'est en effet une milice supplétive, une armée de contrainte, il y aura la police, il y aura l'armée, il y aura la garde nationale pour faire tenir tranquille les pauvres gens. Puis maintenant, il faut faire la Constitution. Vous savez, c'est en effet une des grandes choses, une grande chose noble, une grande réalité noble de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme qui avait voté à l'unanimité. Si notre Révolution française de 89 a encore aujourd'hui le prestige qu'elle a, c'est grâce à cette Déclaration des droits de l'homme. Elle avait été, il faut le dire, préparée par une certaine déclaration américaine, mais enfin la déclaration américaine avait eu beaucoup moins de retentissement que n'aura maintenant cette grande Déclaration des droits de l'homme que les constituants français votent à l'unanimité. Et peut-être vous rappelez-vous que l'article principal de la Déclaration des droits de l'homme était le suivant: tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà ce qui est le plus important dans la Déclaration des droits de l'homme. Après avoir voté ça à l'unanimité, les constituants vont voter leur constitution. Vous allez voir ce que va devenir l'application pratique de ce que je viens de vous dire, à savoir que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égalité. Eh bien, Sieyès et ses amis de la Roture Dorée vont diviser les Français, les citoyens français, en 2 groupes. Il n'y a plus de sujet du roi maintenant, il n'y a plus que des citoyens. Seulement, il y aura des citoyens actifs et des citoyens passifs. Les citoyens actifs seront ceux qui ont le droit de vote. Et c'est vraiment de l'humour noir que d'appeler encore citoyens ceux qui seront des citoyens passifs, c'est-à-dire qui n'auront aucun droit, sinon d'obéir à la volonté des plus puissants. Car la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs sera une distinction d'argent. Il sera décidé maintenant que le vote sera censitaire, comme on dit, payer un cens. Il faut payer tant d'impôts pour avoir le droit de voter. Là voilà l'égalité selon l'Assemblée constituante. Quant à la liberté, Robespierre est un esprit fou. Robespierre avait dit, mais nous avons tous voté cette déclaration des droits de l'homme, nous avons encore des colonies, oh la France n'en avait plus beaucoup, vous savez, les Antilles à ce moment-là. Enfin, aux Antilles, il y a des esclaves noirs. Alors nous n'avons pas décidé que dans la déclaration des droits de l'homme, on faisait une distinction entre la couleur de peau. Je demande donc qu'il n'y ait plus d'esclavage dans nos colonies. Hurlement du côté du lobby colonial très puissant, il y avait Barnave, il y avait Lafayette, qui ne pas question, ça les Noirs sont en dehors de la Déclaration des droits de l'homme, alors on va maintenir l'esclavage dans les colonies françaises. Mais il y a d'autres Français qui n'ont pas la peau noire, et qui ne sont pas non plus considérés comme des citoyens libres. Ce sont les ouvriers. Puisque la loi Le Chapelier, qui va être votée au mois de mai 1791 par une assemblée constituante dont le règne se prolonge, ça va durer jusqu'en septembre 91, la loi Le Chapelier interdit, vous m'entendez, interdit
sous peine de prison, toute coalition entre salariés pour enchérir leur travail. Enchérir leur travail, ça veut dire demander à être payé un peu davantage. Alors, interdiction est faite aux ouvriers de se coaliser, de se réunir, de se syndiquer, quoi, pour défendre leurs intérêts. Alors, vous avez d'un côté cette étrange égalité établie par la Constituante qui distingue les citoyens passifs et les citoyens passifs, actifs et passifs, et vous avez d'autre part l'interdiction faite aux Noirs d'avoir la liberté et l'interdiction faite aux ouvriers de pouvoir se défendre. Le 4 août 89, s'était produit un incident que M. Michelet nous raconte avec des larmes dans la voix. C'est la fameuse nuit du 4 août où, paraît-il, et je l'ai cru longtemps, l'aristocratie s'était immolée sur l'autel de la patrie. Ce sont les termes de M. Michelet. Les aristocrates indignés eux-mêmes d'avoir encore le droit d'exiger des, non pas des dîmes, ça c'était le mot réservé aux ecclésiastiques, mais des droits féodaux qui ne se justifiaient en rien, ils faisaient payer leurs paysans. D'après M. Michelet, ces aristocrates, brusquement saisis de honte, avaient décidé qu'ils renonçaient à leurs droits féodaux. Je vous conseille, si ça vous amuse, de vous reporter au texte de Michelet là-dessus. Cet historien entre en transe. Il dit, à ce jour-là, 1000 ans de féodalité étaient abolis d'un seul coup, il n'y avait plus de distinction entre Français, tous égaux, vive la France. Oui, c'est comme ça qu'il écrit dans son livre, enfin, il a le droit. Mais si on regarde d'un peu près ce qui s'est passé dans cette nuit du 4 août, on voit que ça n'est pas exactement ce que j'ai cru et ce que beaucoup de Français ont cru à ce moment-là. Pourquoi est-ce que le 4 août, des aristocrates ont en effet fait une certaine proposition? Pourquoi? Parce qu'il s'était produit à travers la France un certain mouvement, la France rurale, un mouvement extrêmement inquiétant. Quand les paysans avaient eux-mêmes choisi les notables qu'ils avaient envoyés pour les défendre aux États généraux, ils s'attendaient tous, ces malheureux paysans, que leurs dîmes ecclésiastiques et leurs droits féodaux laïques fussent abolis. Les mois avaient passé, puisque c'était le 4 mai 89 que les États généraux s'étaient réunis. Le 14 juillet, il s'était produit quelque chose de tumultueux à Paris, on ne savait pas très bien, mais enfin, il y avait de l'agitation. Et à la fin de juillet, il n'y avait toujours rien, c'est-à-dire que les dîmes ecclésiastiques étaient toujours là et que les droits féodaux persistaient. Alors un certain nombre de ces paysans avaient trouvé ça très désagréable et c'était très mal conduit, ils s'étaient jetés sur les châteaux, ils avaient brûlé quelques châteaux, ils brûlaient même quelques châtelains, enfin horrible. Alors épouvante de l'aristocratie qui délègue 2 de ses membres à la tribune et qui annonce: nous sommes prêts à accepter la disparition de nos droits féodaux qui sont maintenant rachetables. Et ils sont rachetables au denier 30. Je n'y comprenais rien, mais ce n'est pas Michelet qui va me l'expliquer. Mais vous le trouvez chez Jaurès, dans son Histoire socialiste de la Révolution française. Le denier 30, cette formule un peu mystérieuse, signifiait ceci. Si un paysan, un de nos serfs, nos esclaves, arrive demain ou un de ces jours chez nous, moi, chez moi le patron, et m'apporte les 30 années de droits féodaux qu'il me devrait pour 30 ans, ben, s'il me remet d'un seul coup ces 30 annuités de droits féodaux, il n'aura plus à en payer. C'est rachetable et à condition qu'on paye 30 ans. Mais ça, évidemment, c'est pas ça qu'on va annoncer. Les journaux n'ont pas de manchette à cette époque, mais enfin, on va faire publier à travers toute la France, l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux. Les pauvres types y croient, et en effet, l'insurrection, enfin, les ébranlements dont je vous parlais, disparaissent. Mais de même qu'il y avait eu apparu une vive inquiétude parce qu'on avait déchaîné la petite plèbe et qu'il fallait lui retirer ses fusils, de même on va créer dans toutes les campagnes de France, enfin toutes les bourgades, des gardes nationales. Et ces gardes nationales rurales seront là pour tenir en respect les paysans, comme la garde nationale parisienne est là pour tenir en respect le prolétariat parisien. Le 14 juillet 1790, donc pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, va se réunir une très grande fête, va avoir lieu une très grande fête qui s'appelle la Fédération. Là encore, sur la foi de Michelet, quand j'étais jeune, j'avais marché, je m'étais dit c'est extrêmement beau cette fédération. D'après Michelet, c'est la première fois que la France a compris qu'elle formait une unité. Le patriotisme français serait né, paraît-il, le 14 juillet, dans la fédération de toutes les provinces de France qui se réunissent dans une unanimité vigoureuse, enfin chaleureuse, et qui prennent conscience de leur état de nation. C'est pas ça du tout, mais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que la fédération? D'abord, qui vient à la fédération? Des délégations de garde nationale. La garde nationale parisienne a invité toutes les gardes nationales, soit rurales, soit des villes de France. C'est les gardes nationales qui se réunissent en armes, sur cette grande étendue du Champ de Mars, au centre de laquelle on a établi un autel sur lequel des prêtres, avec une ceinture tricolore, ont officié, dirigé par un évêque extrêmement dévot qui s'appelait M. de Talleyrand. Et à la suite de ce serment qui a été prononcé, on va voir
grand défilé de ces gardes nationaux parisiens, provinciaux et ruraux, avec leurs fusils, avec des canons même. Ils sont là tous pour bien faire comprendre aux citoyens passifs que les citoyens passifs n'ont pas à se mêler des affaires nationales. Ils sont là pour dire « Nous sommes la bourgeoisie armée, ne bougez pas ». Robespierre va à la tribune prononcer une phrase que l'on ne cite jamais et qui me paraît d'une extrême importance. Robespierre va dire « C'est, je sais par cœur, c'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous, dit-il à ses amis les constituants, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. » Ce n'est pas de la polémique, c'est de la photographie. C'est exactement ce qui s'était passé le 14 juillet 90. Et le 17 juillet 91, la constituante étant toujours là, il va se passer une illustration extraordinaire de cet avertissement menaçant que constituait la fédération du 14 juillet 90. Pour comprendre ce qui s'est passé le 17 juillet 91, il faut que je vous rappelle l'incident du mois de juin. Vous savez peut-être que le roi, Louis XVI, avait juré fidélité à la Constitution. Ce serment ne paraissait pas l'engager, il avait l'impression que ce serment lui avait été extorqué par la menace, et il avait donc décidé d'essayer de briser son serment et de s'enfuir. Il était au palais des Tuileries, et avec son ami Bouillet, qui dirigeait un certain nombre de régiments français, il avait été entendu ce qui suit. Bouillet devait réunir, non pas des étrangers, enfin si vous voulez, on ne faisait pas appel à des Autrichiens ou à des Prussiens, on faisait appel à des régiments français, mais vous savez sans doute qu'à ce moment-là, l'armée française était composée de mercenaires et qu'il y avait des quantités de mercenaires étrangers. Alors Bouillet, à Montmédy, vous voyez, au nord-est de la France, devait réunir un certain nombre de bataillons ou même de régiments de mercenaires étrangers. Il y avait des Polonais, il y avait surtout des Croates. Et le roi, déguisé, devait sortir du palais des Tuileries avec sa femme et sa famille et aller retrouver Bouillet pour se mettre à la tête de ces combattants, de ces mercenaires étrangers, mais tout de même soldats français, puisque c'était payé par la France, et revenir de Montmédy sur Paris dans un orage de fer et de feu pour établir la situation telle qu'elle était en 1888. Et vous savez aussi que le plan du roi va être déjoué, que c'est la fameuse arrestation de Varennes, vous savez l'histoire, enfin, il a été reconnu quand il changeait de chevaux, et il est capté, il est happé, et on le ramène à Paris. Le roi qui est ramené à Paris, Lafayette et ceux qui sont favorables au maintien de la monarchie disent « bon, on va passer l'éponge, il a fait quelque chose, c'est pas de sa faute, il a été enlevé, c'était pas de sa faute ». Mais alors il y a des petites gens, et poussés par de vilaines gens comme Marat par exemple, qui n'acceptent pas que l'on maintienne sur le trône, puisque le roi était toujours sur son trône, un prince qui a essayé par la force de renverser la Constitution et qui a voulu briser son serment. Alors voilà que sur cet hôtel qu'on avait encore conservé depuis le 14 juillet 90, cet hôtel au centre du Champ de Mars, on ouvre un registre. Et sur ce registre, n'importe qui, tout le monde, y compris les citoyens passifs, est appelé à poser sa signature au bas d'une demande de déchéance. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême gauche, c'était le club des Cordeliers, c'était la gauche des Jacobins qui avait pris cette initiative. En somme, une espèce d'appel à la population de Paris pour dire manifestez tranquillement, par des signatures, votre volonté de déchéance d'un roi auquel nous n'avons plus confiance. Le 17 juillet 91, c'était un dimanche, il faisait très beau, il y avait une foule considérable qui était venue signer. Des quantités de familles même venaient, des ouvriers avec leurs femmes et leurs gosses, et ils s'amenaient, ils se mettaient en ligne, en file, là, pour aller apposer des signatures plus ou moins maladroites sur le registre. Le maire de Paris s'appelait Bailly. Le général en chef de la garde nationale s'appelait le marquis de Lafayette. Et ce 17 juillet 91, sans avertissement, Lafayette fait ouvrir le feu sur cette foule entièrement désarmée pour apprendre à ces gens qu'ils n'ont pas le droit de se mêler des affaires de l'État puisqu'ils ne sont que des citoyens passifs. Là non plus, on ne saura pas le chiffre des morts. Robespierre, qui est porté à l'exagération, dira 1800 tués, c'est sûrement faux. Mais vraisemblablement plus de 1000 tués. Mais il faut savoir, voyez-vous, dans les livres, on met 14 juillet 89 en lettres rouges, c'est la grande affaire de la Révolution française. Mais je désirerais beaucoup que l'on mît en lettres au moins aussi rouges et au moins aussi capitales la date du 17 juillet 91. C'est le jour où la bourgeoisie a ouvert le feu sur ces gens qui ne demandaient rien, sinon la déchéance du roi, et qui le demandaient légalement et tranquillement. Alors voilà tout de même l'Assemblée nationale qui a fini son travail, qui décide de se dissoudre, et va commencer la deuxième partie de la Révolution, c'est-à-dire maintenant le fonctionnement de la Constitution. La Constitution prévoyait une seule chambre qui s'appellerait l'Assemblée législative. L'Assemblée législative.
Il y a donc le roi, il y a l'Assemblée législative. L'Assemblée législative peut peut voter des lois. Le roi a droit de veto. Le droit a droit de veto. C'est-à-dire que si l'Assemblée législative propose telle loi que le roi n'accepte pas, il a le pouvoir de refuser. L'Assemblée législative, Robespierre avait eu une idée naïve. Il y a un côté de naïveté, je vous le dirai tout à l'heure, il y a un côté curieux de naïveté chez Robespierre. Robespierre s'était dit, il faudrait arriver à changer le personnel politique. Je vois bien ce que c'est que mes camarades de la Constituante. Ah, j'ai oublié de vous dire une phrase de Robespierre qui était très importante. Tiens, je la dis maintenant parce qu'elle me revient. Robespierre, dans un petit tract de février 89, c'est-à-dire au moment où il s'agissait du vote de la délégation du tiers-État d'Arras, puisqu'il était Arras, comme vous savez, aux États généraux, Robespierre avait écrit ce qui suit dans son petit tract. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, de manger, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Si j'employais un langage contemporain, je vous dirais que c'est de la dynamite, une phrase comme celle-là, puisque Robespierre demande aux gens de réfléchir aux causes de leur misère. Bon, ben Robespierre était très découragé de voir ce qu'avaient fait les constituants, et il s'était dit, il faut changer le personnel politique, on va renouveler grâce aux élections à la législative, et peut-être que les nouveaux élus auront un peu plus de générosité humaine que leurs prédécesseurs de la Constituante. Alors il avait proposé une mesure suicidaire. Et cette mesure suicidaire, il avait eu assez de prestige pour la faire accepter. À savoir qu'il avait dit à ses camarades de la Constituante, nous autres, tous, tant que nous sommes membres de la Constituante, nous ne serons pas éligibles à l'Assemblée législative. Moi, le premier Robespierre, j'accepte de ne pas me présenter. Et je demande que mes camarades, que mes collègues fassent comme moi. On l'avait écouté, donc aucun membre de la Constituante ne pouvait être membre de la nouvelle Assemblée dite législative. Mais la naïveté de Robespierre consistait en ceci, que les élections allaient se faire censitaires. Seuls allaient voter ceux qui avaient des moyens. C'est ce qu'on appelle les gens de bien. On n'est pas un gens de bien si on n'a pas du bien. Vous comprenez ? Alors Robespierre ne s'aperçoit pas que des élections censitaires vont donner, évidemment, une chambre propriétaire. Ce sont uniquement des notables qui vont être élus dans cette Assemblée législative. Des notables, des gens installés. Et immédiatement, on va voir se dégager de cette nouvelle Assemblée un peloton de tête, qu'on appellera rapidement les Girondins. Pourquoi les Girondins ? Parce que le premier noyau est composé de députés de la Gironde, brillants en effet. Le plus remarquable étant Vergniaud. Il était très beau, Vergniaud. C'est une espèce de playboy girondin, il avait toutes sortes de succès féminins à Paris. Derrière lui, il y avait Gadet. Gadet était pas mal non plus, il parlait du nez, alors on l'appelait le canard. Alors il y avait Vergniaud, il y avait Gadet, il y avait Chansonnet. Puis il y a des gens qui n'étaient pas Girondins, mais qu'on va appeler les Girondins parce qu'ils se groupent derrière ceux qui étaient les députés de la Gironde. Il y a le Parisien Pétion, il y a Brissot, il y a le vieux Roland. Pourquoi l'appelait-on vieux ? Il avait 57 ans, je le trouve toujours. Enfin, il y avait Roland, il y avait Barbaroux, il y avait quelqu'un dont je vous prie de garder en mémoire le nom, il s'appelait M. Isnard, un parfumeur du Var, Isnard. Et puis il y avait un marquis qui tenait beaucoup à être un marquis, qui s'appelait le marquis de Condorcet et qui va se joindre à ce groupe. À propos de ces Girondins, je vais vous raconter quelque chose sur Lamartine. J'ai l'air de sortir du sujet, mais vous savez peut-être bien que Lamartine a fait un bouquin qui s'appelle l'Histoire des Girondins. J'ai fait ma thèse sur Lamartine, je suis Mâconnais comme Lamartine, alors je connais un peu le bonheur. Et figurez-vous qu'il avait commencé son livre en 1843, il va le publier en 1847, et entre 1843 et 1847, son optique avait complètement changé. Car Lamartine était beaucoup plus sérieux que je n'imaginais. J'avais lu rapidement, quand j'étais jeune, l'Histoire des Girondins, je m'étais dit c'est de la littérature, enfin c'est des phrases, c'est du Lamartine brillant, mais pas substantiel, et je me suis aperçu que Lamartine avait beaucoup travaillé. J'ai pu voir de mes yeux, à Saint-Point, qui est toujours dans la famille Lamartine, une malle énorme, 1,30 m sur 1 m, avec dessus documents ayant servi à l'histoire des Girondins. Il faudrait qu'un jeune homme, toutes les fois que je fais cette conférence, je fais appel comme ça à un jeune type, fasse une thèse sur les documents, que je n'ai pas eu le temps de voir, puis je suis trop vieux, des documents qui ont servi à l'histoire des Girondins. Alors figurez-vous, quand Lamartine avait commencé en 1943, il vivait sur une idée simpliste des Girondins, il s'était dit, dans l'histoire, si on oppose Girondins et Montagnards, les gens de la montagne, vous savez, qui étaient sur les degrés supérieurs de l'Assemblée, les Montagnards, c'est des fous furieux, c'est des gens couverts de sang, avec Robespierre. Tandis que les Girondins, c'était la République pure et dure, c'est entendu, dure, mais pure. Ce ne sont pas des gens qui ont les mains sanglantes. Alors il était parti avec l'idée de mettre au pinacle les Girondins. Et quand Lamartine, en 1847, termine son travail, son optique, comme je disais tout à l'heure, s'est complètement inversée. Et voilà ce qu'il dit, je l'ai appris également par cœur, voilà ce qu'il dit sur les Girondins. Les Girondins étaient des gens parfaitement résolus à laisser subsister dans les profondeurs de la nation toutes les iniquités. Ils voulaient
il voulait changer, là, le mot m'échappe maintenant, transférer, enfin je ne sais pas le mot transférer non plus. Il voulait faire qu'après, à la place de la dictature d'un seul, la dictature du roi, s'établisse la dictature de la richesse, de telle sorte que la France, au lieu d'avoir un seul tyran, en eut maintenant plusieurs milliers. Et bien, quand Lamartine écrivait ça en 1847, il ne faisait que préluder à l'avis que Jaurès donnera dans son admirable histoire socialiste de la Révolution française, et où Jaurès définira les Girondins en les appelant une oligarchie de grands bourgeois, beaux parleurs et arrogants. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Girondins? L'Assemblée législative est en principe élue pour 2 ans. Et vous savez déjà qu'elle ne durera pas ces 2 ans, puisqu'elle se réunit en 1er octobre